We naderen het einde, zowel Frida als ik. Maar ik ben ook toe aan een van de hoogtepunten van deze reis. En misschien kan je het al raden, het heeft iets met bochten te maken. Dat is het, hè. Dat is het. Dit deel van Les Alpes Haute-Provence is het absolute walhalla voor motorrijders. Kijk naar de haarspelbochten van Le Col de Turini. Die gaat tot 1600 meter hoogte, maakt deel uit van de Rally van Monte Carlo en werd door Top Gear, door Jeremy Clarkson, uitgeroepen als een van de mooiste wegen ter wereld. Nu, Jeremy Clarkson had wel zijn huiswerk niet zo goed gedaan. Want er is namelijk een route die nog veel mooier is. Namelijk de hoogste weg van Europa. Die gaat tot 2800 meter hoogte, Le Col de la Bonnette. Als je dit als motorrijder doet, dan voel je je net een kind in een bollenwinkel. Dag 18, eenzaam en alleen op de weg. Kom hier, kom hier. Arme schapen. Michel van den Bos, wees gerust, er is niks gebeurd. Heel lang geleden, toen de Grieken nog spreken konden, heette Antibes Antipolis. Het was eeuwenlang een vestingstad, tot in de jaren 20 van vorige eeuw. Toen werd Antibes een soort magneet voor allerlei artiesten. Picasso verbleef hier, Sidney Bechet is hier getrouwd, de Rolling Stones logeerden hier. En Graham Greene, die hier 20 jaar woonde, zei dat Antibes de enige stad aan de Azure kust was die haar soul wist te houden. Die authenticiteit was er zeker ook nog in 1946, toen Picasso er met zijn nieuwe, 40 jaar jongere vriendin Françoise Gillot neerstreek. Hij was gecharmeerd door het vissersdorp en kreeg van de conservator van het Grimaldi-kasteel de toestemming om in dit kasteel zijn atelier in te richten. Comment ça se fait que Picasso est arrivé ici, à Antibes? Ah, ça, c'est une longue histoire. En fait, ça démarre en 1920. C'est la date de son premier séjour sur la Côte d'Azur. Il vient avec des amis, le couple Murphy. Ce sont des amis américains qui lui font découvrir le Cap d'Antibes. Et cette petite village de pêcheurs à l'époque, qui n'était pas encore la grande station touristique qu'elle est devenue aujourd'hui. Et Picasso va aimer cet endroit. Et en fait, il est revenu pratiquement chaque année entre 1920 et 1939. Pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Cette pièce est un endroit vraiment particulier pour le musée puisque c'est dans cette pièce que Picasso a créé la collection qu'on y voit aujourd'hui. Comme il était à Antibes, est-ce qu'Antibes lui a inspiré pour ces sujets qu'il a peints? Bien sûr, Antibes, c'est une ville qui a un passé archéologique important, un passé grec et romain. Donc ça a beaucoup inspiré Picasso qui aimait tout ce qui était antique et qui avait une culture extraordinaire par rapport à la sculpture et par rapport à tout l'art antique et qui a suivi. Donc ça l'a beaucoup intéressé, beaucoup inspiré. Vous retrouvez ici des centaures, des faunes, tout un bestiaire un peu mythologique.
Antibes, c'est aussi un petit port de pêche, et donc vous allez trouver des marins, vous allez trouver la marchande d'oursins dont il a fait une sorte de portrait extraordinaire parce qu'il avait découvert les oursins ici et il adorait ça. Et puis évidemment, tout ce que les marins vont chercher dans leur filet, des poissons, des poulpes, tout l'univers, si vous voulez, marin, des congres, des murènes, enfin il a beaucoup aimé ça. On dit que cette période en 1946 est une des périodes les plus heureuses dans la vie de Picasso. C'est vrai, on sort de 5 ou 6 ans de guerre. Picasso, en 1946, il a 65 ans. Donc c'est un homme vraiment dans la force de l'âge. Les photos le montrent, il est ici, il travaille, il fait chaud, il est torse nu, en short, avec des sandales. C'est vraiment une espèce de travailleur de la peinture. Et c'est un homme qui est, je vous le disais, très très connu. Ça a été un des premiers peintres pipelisés de l'histoire de l'art. Et il a cette chance extraordinaire aussi de cette nouvelle histoire d'amour avec cette femme beaucoup plus jeune que lui. Et donc ce renouveau de la libération, ce renouveau de sa peinture. Tout d'un coup, il y a une explosion de lumière, une explosion de joie. C'est pas pour rien que Dore de la Souchère a baptisé un des tableaux les plus connus de la collection La joie de vivre, qui magnifie Françoise au milieu de la composition. Pablo Picasso's never called. C'est une très belle page de sa vie. De jaren 20, de Roaring Twenties, alle dagen drank en feestjes. Picasso en zijn vrienden vonden dat waarschijnlijk fijn. En de absint vloeide rijkelijk. En ik vermoed dat ze daar ten huize Fitzgerald ook wel pap van lusten. Voor het Amerikaanse jetset-koppel Scott en Zelda Fitzgerald was de Azure Kust hun tweede thuis. Ze huurden de Villa Louis in Juan-les-Pins en het was in die villa dat Scott Fitzgerald zijn beroemde roman Tender is the Night schreef, over een dysfunctioneel koppel met geld- en drankproblemen. Tegenwoordig is de Villa Louis een sterrenhotel in alle betekenissen van het woord. Ce qui a été très très important, c'est l'arrivée de cet écrivain américain sur la Côte d'Azur dans les années 25 et 26. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire la découverte de la Côte d'Azur par les Fitzgerald et par d'autres Américains, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont venir à ce moment-là en même temps que lui. Donc le plus connu, un autre écrivain célèbre qui viendra, c'est Hemingway. Il faut imaginer que cette partie du monde reçoit simultanément, donc dans ce sorte de triangle d'or du Cap d'Antibes, des personnalités très importantes comme Picasso, Fernand Léger, Gertrude Stein, Rudolf Valentino, Mistinguett. Et comment la situation s'est développée après la guerre ici en France et à la Côte d'Azur, en termes de tourisme? Eh bien, en fin de compte, c'est toujours et encore grâce aux Américains. Parce que c'est les Américains qui vont sauver la France avec le débarquement. Et donc, ils vont être sur Juan-les-Pins. Ces gens vont habiter dans les hôtels qui étaient là et qui vont donc tous rouvrir pour ces troupes américaines. C'est l'époque du jazz, etc. Et on est en plein soleil. Sur tous les hôtels de Juan-les-Pins, de la côte, ici sur la terrasse de l'hôtel, tout le monde dansait. De la nuit jusqu'au matin, on dansait tellement on était heureux, on dansait dans les rues. Les gens du jazz venaient passer non pas une nuit comme ils le font maintenant, mais ils restaient une semaine, 15 jours. Et les gens les grands musiciens de jazz, on les voyait dans la rue aussi déambuler. Moi, j'ai vu de mes propres yeux Miles Davis, Ray Charles, Ella Fitzgerald. C'est des souvenirs immobiliers. Joséphine Baker, je les ai vus. Et qui sont les gens célèbres d'aujourd'hui qui viennent ici à l'hôtel? C'est surtout le monde du cinéma. Et aussi quand même de la musique. Alors, dans le jazz, Diana Krall, Stevie Wonder, Sting, qui est un grand chanteur international. On remonte en plus, il y a eu aussi des mariages de personnalités connues, comme le mariage d'Annie Lennox, qu'on a fait quelques années, avec Mick Jagger, Ronnie Wood et Keith Richards. On a eu Woody Allen, qui a tourné son dernier film ici, avec 100 personnes. Donc, c'était vraiment parce que c'était Woody Allen
on l'a fait. Daar, tussen Nice en Turijn, vind ik het hangende dorp Saorge. Men heeft mij gezegd dat ik hier naar de kerk moet gaan. Niet om vergiffenis te vragen voor mijn zonde van daarstraks, wel voor iets anders. Saorge is een prachtig dorp, pittoresk, gebouwd tegen een bergflank. Het zijn allemaal postkaarten hier, dat hoef ik u niet te vertellen, dat ziet u zelf. Het hele dorp is trouwens een geclasseerd monument. Maar ik ben hier vandaag voor een ander monument. En dan heb ik het niet over mijn vriendin hier, Lydie Staub, maar voor wat zich daar in de kerk bevindt. Tous les orgues de la vallée de la Roya sont classés monuments historiques. Mais il date de quand cet orgue alors? 1847. Et c'est qui l'a créé? Les frères Lingiardi, ce sont des Italiens. Pourquoi est-ce qu'on a construit un village ici, dans un lieu si éloigné de tout? Mais non, c'était un village qui était considéré très important sur la route du sel. D'accord. Et oui, et il était très riche. Au XVIIe siècle, il y avait plus de 3500 habitants. Il y avait 22 notaires en 1610, il y en avait encore 11 en 1679. Vous allez me jouer quoi alors? Garibaldi. 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 Et c'est quelle pièce alors? Eh ben, c'est une œuvre, c'est un allegretto de Garibaldi. D'accord. Voilà, vous allez voir. Là, vous faites quoi là? Je mets le principal basse, soprane, ottava basse et timpani. On peut applaudir dans l'église, on peut ou pas? Ben, bien sûr. Hein. Ah, bravo, bravo. Ouais, c'était bien, hein? C'était bien. Ça me rend très heureux cette pièce. Ah, ça vous plaît? Bon. Ouais, ça me plaît. Als je de Fransen naar hun favoriete stad vraagt, is het antwoord 9 keer op 10 Nice. Het is de 5e grootste stad van Frankrijk, maar wel een stad waar je op 5 minuten vanuit de binnenstad op het strand staat. Nice was al een bekend vakantie- en kuuroord toen Antibes en Cannes nog ingedommelde stadjes waren. Al in de 18e eeuw trokken Russische prinsen en Engelse lords naar Nice om er langs het strand te flaneren, ook al was de promenade des Anglais toen nog wat bescheidener. Ik sta hier waarschijnlijk op de meest bekende plek in Nice. Dit is begonnen als een pad, le Sentier des Anglais, het Engels wegje zoals wij zouden zeggen. Nadien werd het verbreed tot 2 meter, zodat er een kar door kon. Toen heette het Beach Road. Daarna werd het 4 meter en verhard en heette het Rue du Littoral des Anglais. En nu zitten we met 2 4-baanvakswegen, een ruim fietspad en een wandelboulevard. En nu heet het Promenade des Anglais. En voor wie hier lang niet meer geweest is, de monokini is volledig passé en vervangen door de beeldspleet. Vlakbij het strand ligt het oude Nice, met zijn smalle straatjes, zijn oude kerken, typische restaurantjes en Finocchio, met de beste ijsjes van de hele kust. Je kan hier tot 15 bollen bestellen. Dat op zich is waarschijnlijk al een evenement, maar ze hebben hier ook de keuze uit 87 soorten smaken. En in de zomer zijn het er nog meer, want dan zijn de meloenen rijp, de cactussen, de pastekken. Ik vind het zo al een moeilijke keuze om te maken. J'aimerais 2 boules, lavande et melon.
Ik bevind me ondertussen in La Vallée de la Merveille, een naam die me veel doet verwachten. Net gearriveerd in La Brigue. Op het eerste zicht een onooglijk dorp van amper 400 inwoners. En toch hebben ze hier iets wat wordt omschreven als une curiosité. En Sepp, die neemt me daar nu mee naartoe. Sepp, on va où, là? Là, je t'amène à la gare de Saint-Dalmas-de-Tende. Een station. Maar niet zomaar een station. Een immens station. Zo groot en zo prachtig dat het al altijd veel te groot moet geweest zijn voor een verlaten hol als La Brigue. En toch staat het hier, leeg te wezen, te verkommeren. En de vraag rijst dan, waarom staat het hier? Voilà la gare. Ouais, donc là, t'as la gare, construite en 1928. C'est un bâtiment immense. Ouais. Eh ben ouais, là, t'as une gare frontière construite à l'initiative de Mussolini pour montrer la puissance de l'Italie quand tu arrivais ici. Parce que bon, là, on est à Saint-Dalmas-de-Tende, sur la commune de Tende. Ouais. Et les communes de Tende et la Brigue étaient restées italiennes lors du rattachement de 1860. C'est seulement en 1947 que c'est devenu français. Donc en 1928, quand Mussolini était au pouvoir, eh ben, il a fait bâtir ce gros bâtiment. Il se disait, regardez-moi le pouvoir. Ouais, du voilà, là, fascisme. t'as tout le style complètement démesuré de l'Empire fasciste, où je vais montrer la puissance que j'ai, quoi. In Nice kan je, zoals intussen in alle grote steden, een fiets huren. Ideaal om de nieuwe promenade du Paillon te verkennen. Vroeger was dit een drukke verkeersader met een groot busstation en een parking. Nu is het een wandelboulevard waar creatief wordt omgesprongen met water. Er is een park van 20.000 vierkante meter, een speeltuin en dus ook veel waterpartijen. De promenade du Paillon doorkruist Nice van het strand tot aan het Théâtre National en loopt net tussen het oude en het nieuwe moderne Nice. Onze beide harten beginnen sneller te kloppen. Dat van Frida en dat van mij. Want de eindmeet is in zicht. In laatste rechte lijn naar Menton. In Menton hoor je meer Italiaans dan Frans spreken, maar de stad ligt dan ook wel aan de Italiaanse grens. Het is een geliefkoosde pleisterplaats voor heel wat gepensioneerden en volgens de statistieken heeft Menton het hoogste percentage senioren van heel Frankrijk. En dus hier moet ik Ben terugvinden. Ik zal de snaak dan wel herkennen, zeker. Je kan die senioren natuurlijk ook geen ongelijk geven. Menton heeft een microklimaat en ook in de winter duikt de temperatuur zelden onder de 17 graden. Het Italiaanse Ventimiglia en de Bloemenriviera liggen vlakbij, net zoals de casino's van Monaco. En wie de romantiek wil bestendigen, kan van zijn huwelijksgelofte een unieke gebeurtenis maken in de heel aparte trouwzaal van Menton. Était-ce une idée de Jean Cocteau lui-même de décorer la salle de mariage ici à Menton? C'est sur une proposition du maire qui, à la base, c'était un bâtiment qui faisait partie de la mairie, mais c'était une salle de tribunal. Et puis, quand Jean Cocteau découvre Menton à l'occasion du festival de musique en 1955, il fait la connaissance du maire. Et le maire lui dit qu'il veut changer cet hôtel de ville, qu'il veut changer cette salle désaffectée, la transformer en une salle des mariages. Et donc, il propose à l'artiste Jean Cocteau, qui est nouvellement académicien, de réaliser lui-même les fresques qui vont venir orner les murs. Je suppose qu'il y a une certaine symbolique dans les images qu'il a mis ici, enfin, sauf l'homme et la femme, ça c'est évident, mais...
Oui, chaque mur a son histoire. On a une fresque qui représente le mythe d'Orphée. Orphée qui est le double mythologique de Jean Cocteau, qui a été chercher sa femme Eurydice dans le monde des enfers. L'autre mur en face, il s'agit d'une noce dans un village imaginaire. On voit les époux quitter la cérémonie sur un cheval et des jeunes femmes qui font des offrandes. Évidemment, on a ce mur du fond qui représente un couple d'amoureux typiquement méditerranéen, puisque le jeune homme porte le bonnet de pêcheur du 19e siècle et la jeune femme le chapeau traditionnel, la capeline. On voit aussi que l'homme a un œil en forme de poisson, ce qui était très courant dans les dessins de Jean Cocteau de cette époque. En fait, c'est une salle de mariage parfaite. La seule chose qui nous manque, c'est un homme. Frida, had je mij geroepen? Geef toe, het is een prachtige zaal, hè? Het is een fantastische zaal. Dus nu we hier toch zijn, wat Ja. denkt u? Frida, het is gedaan. Hier eindigt Frankrijk, daar begint Italië. De douane française, we hebben ze bereikt. Avignon, Menton, we zijn er geraakt. En het begint zowaar te regenen, alsof het symbolisch is. Maar het is een hele toffe reis geweest. Ik heb heel veel interessante dingen gezien. En het is eigenlijk niet te verwonderen dat hier zoveel films zijn gemaakt. hebben we Je het Cria la Femme, Ja. GoldenEye, ook gefilmd op de Corniche. The French Connection, Les Gendarmes de Saint-Tropez Met Louis de Funès. en Bourvil, die hier trouwens een fameuze scène hebben opgenomen in de film Le Cornillon. Qu'avez-vous déclaré à la douane? Mais j'avais laissé sous pressé. Bon, faites ce qu'on vous dit, rangez-vous là. Ah! Maréchal! Monsieur Sarian, je suis bien content de vous revoir. Si vous saviez ce qui m'est arrivé. Écoutez, monsieur, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Je prenez l'instinct que vous faites confusion. Vous plaisantez? Pas du tout, monsieur. Dites donc, la voiture est pas Non, c'est assez, hein? N'insistez pas, hein? Ah! Je regrette. Oh, je ne fais rien. Je regrette de ne pas pouvoir te coffrer. Mais je peux perdre des à tutoyer. Ta gueule. Oh, mon Dieu. Barre-toi. Oh, ça va, écrase. Oui, c'est exact. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Zo grof gaan we het niet spelen, hè? Nee, alstublieft niet. Laat ons afscheid nemen à la Française met 2 kussen in plaats van 3. Allee. Mouah. Mouah. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Voor alle details over deze geweldige odyssee van Frida en mezelf bekijk je onze website 1.be/Vlaanderen Vakantieland.